Nous allons parler aujourd'hui de dimension mentale et de pensée. Nous sommes tous et toutes concernés par ce sujet. La dimension mentale et nos incroyables capacités intellectuelles nous distinguent de toutes les espèces vivantes sur Terre, de toutes les autres espèces vivantes sur Terre. Nous tous et nous toutes, sans exception, et je dis bien sans exception dans l'humanité entière, avons un mental en constante activité qui génère des milliers de pensées par jour, dont un très large pourcentage, 80% d'après les experts, est de nature négative, entre guillemets, et un encore plus large pourcentage, 95% d'après les experts, est de nature répétitive, c'est-à-dire qui n'a pas évolué par rapport à la version antérieure. En gros, ceci veut dire que nous avons tous et toutes tendance à penser du négatif et de façon réitérative, ce qui est absolument normal. Ça fait partie de la fonction principale du cerveau, qui est d'assurer notre survie. Et si tu es vivant ou vivante et que tu es en train de m'écouter dire tout ça, eh bien ça veut dire que ton cerveau est en train de très bien faire son boulot. Cependant, la relation que nous avons avec cette dimension mentale de nous, et surtout les disciplines que nous pratiquons quotidiennement qui assurent notre hygiène spirituelle, quand je dis spirituel, je parle de l'esprit, et qui nous permettent de tisser un lien autre avec notre dimension mentale, c'est ça ce qui fait la différence. Ça fait partie de prendre soin de notre santé mentale, de notre santé spirituelle, de notre santé de l'esprit. Nous pouvons nous éduquer à utiliser notre mental autrement. Nous pouvons nous instruire et nous pouvons nous entraîner. Et nous faisons cela à travers nos disciplines de l'esprit. Dans ce contexte, lorsque je parle de discipline de l'esprit, je me réfère par exemple à des pratiques méditatives, à une pratique méditative sérieuse, comme la méditation du souffle ou la méditation de l'attention focalisée, celle qui se pratique dans une position stable et confortable et qui consiste à porter son attention sur quelque chose de très précis, comme peut l'être la respiration ou les sensations du corps, et dont les bienfaits sont juste indénombrables. Je pourrais difficilement te les résumer ici vite fait. D'ailleurs, ce ne serait pas une mauvaise idée que je fasse une capsule sur méditation. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me diras. Mais en gros, la méditation nous apprend à nous observer, à observer notre flux de pensée, à nous détacher de ce flux de pensée, ce qui nous permet d'arrêter d'avoir un rapport réactionnel avec nos pensées et développer un sens de l'apaisement, de la bienveillance intérieure et extérieure et de la sérénité. La méditation est véritablement une pratique relaxante qui aide grandement à gérer le stress, l'anxiété, qui a de nombreux bienfaits, qui ont été plus que largement démontrés scientifiquement. Pour ceux et celles pour qui ça représente un gage de sérieux, les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation ont une santé mentale améliorée, beaucoup plus d'efficacité dans leurs processus mentaux, une meilleure attention, une mémoire décuplée. Elles sont plus conscientes, plus éveillées, plus résilientes, plus présentes aussi, plus connectées à leur nature humaine et sensible, à leur nature émotionnelle et en même temps de façon moins réactionnelle. La méditation a de nombreux autres avantages. À un niveau physiologique, elle favorise le bon fonctionnement du système nerveux central, ce qui a un impact très bénéfique et direct sur la santé de plusieurs systèmes, dont le système digestif, le système cardiovasculaire, le système immunitaire, et ceci pour ne t'en citer que les plus importants. Personnellement, ça fait des années que je pratique la méditation vipassana. Cela a été un long chemin de découverte de cette pratique méditative que j'ai cheminé au tout début avec curiosité, ensuite avec urgence de résultats, j'avoue, comme la plupart d'entre nous, pour enfin me livrer à la profonde transformation intérieure qu'une telle pratique implique et que je ne pouvais même pas soupçonner quand j'ai démarré, même si ma première expérience Vipassana a été plutôt bouleversante, que je pourrais même l'intituler un truc comme Vipassana et comment 10 jours de noble silence ont ouvert des dimensions en moi que je n'aurais jamais imaginées. Mais bref, quoi qu'il en soit, toute pratique visant à développer la conscience de soi, la pleine conscience, la pleine présence, à travers la méditation, le breathwork, le mouvement conscient et toutes les autres techniques que j'ai déjà abordées, d'ailleurs dans un live que j'ai fait récemment avec Corinne Anglaré sur l'importance du rapport au corps dans l'épanouissement personnel. Je laisserai le lien quelque part par ici. Bon, toutes ces pratiques représentent une aide à la gestion de notre dimension mentale
Plus nous nous entraînons à cela de façon régulière, plus nous maîtrisons la gestion dans toutes les autres circonstances de nos vies de notre dimension mentale. Et ceci passe indéfectiblement par connaître la qualité et le contenu de notre discours intérieur, de nos pensées, pour pouvoir déterminer si ce discours est utile, s'il est productif ou pas, si nous sommes véritablement en introspection, si nous sommes en train de pratiquer la réflexion et développer le regard intérieur, ou si nous sommes en suranalyse monomaniaque ou en névrose obsessionnelle. Mercure, rattaché à n'importe quel point de passé, comme entendu par l'astrologie, les points de passé étant la Lune, le nœud sud, Lilith et ou Pluton, surtout lorsqu'il s'agit d'aspects de tension, c'est-à-dire lorsqu'il est en carré, opposition ou conjonction, donne une tendance à ruminer de manière excessive, à broyer du noir facilement, à avoir des pensées obsessionnelles. Mercure, rattaché à Uranus, donne également une très forte tendance à l'agitation mentale. Quels sont les codes de mental scorpionesque pour le bon et pour le moins bon? Mercure en Scorpion donne ce mental scorpionesque, c'est clair. Mercure en maison 8. Mars en Scorpion, Pluton en Scorpion, en aspect à Mercure, où que soit Mercure. Mercure en aspect à Pluton et ou à la Lune et ou au nœud sud en Scorpion et ou en maison 3, 6 ou 8. Par exemple, tu as ta Lune conjointe au nœud sud en maison 3 et en opposition à Mercure en 9. Ou Lune conjointe au nœud sud en 3, carré Mercure en 12, ou Mercure sur l'ascendant, ça c'est un autre cas de figure. La Lune en Scorpion, carré Mercure en Verseau par exemple. Mercure carré à une conjonction Uranus-Lune. Mercure carré Pluton, ou en tension à Pluton, comme celle qu'on a eue récemment. Et si à ces codes se rajoute le fait que Mercure en natal est rétrograde, ou que par progression il passe en mode rétrograde, eh bien ces codes-là s'accentuent. Donc j'espère que tu as pris bien note pour aller repérer dans ton thème si tu es concerné par ces aspects, mais quand nous avons des transits de Mercure en Scorpion, quand Mercure arrive dans ta maison 8 par transit, quand nous avons Mercure en transit, en aspect à Pluton, à Mars, etc., et tous les codes que je viens de te dire, eh bien nous avons tous tendance à basculer dans le mental scorpionesque. Et l'observer n'est jamais en trop. Des moments de tension Mercure-Pluton, nous en avons 4 par année normalement, sauf dans des cas exceptionnels comme ça a été le cas en 2021, où nous avons eu 3 carrés Pluton sur 20 et quelques jours, dû à la rétrogradation de Mercure en Balance, et je te l'annonce de suite, parce que comme ça va faire moins mal. Comme sera le cas de décembre à février, où nous aurons 3 conjonctions Mercure-Pluton en Capricorne, car Mercure va rétrograder entre Verseau et Capricorne fin 2021, début 2022. Mercure ensuite va continuer à circuler dans le zodiaque et passer une fois par an par le signe du Scorpion. Et il fera ses oppositions à Uranus, tant que Uranus sera là-bas jusqu'en 2026. Sauf que, en 2022, il rencontrera également le nœud sud en Scorpion. Et que comme je te l'expliquais plus tôt, la présence du nœud sud en Scorpion ne fait que rajouter une couche de mental ruminant et obsessionnel. Et je sais que tu vas me dire, oui, mais tout ça, dans quel but? Dans quel but? Dans le but de me rendre dingue, malheureux, parano? Non. Dans le but de t'encourager à te saisir de ta dimension mentale et à tisser un autre type de lien, un lien plus fort, peut-être. Parce que, Star Babe, nous sommes en plein level up des consciences sur Terre. Cela fait plusieurs audios que je t'en parle. Je ne sais pas si tu percutes et que ce level up a besoin de nos dimensions mentales au top de leur forme. Tu comprends? Alors, dans la leçon du jour, j'aborde la différence entre ce qu'est un mental efficace et un mental inefficace, c'est-à-dire un flux de pensée productive et un flux de pensée improductive, pour que tu apprennes à les distinguer, ce qui va te permettre d'arrêter de donner de tes ressources aux flux mentaux improductifs. Je partage avec toi également une série de questions qui peuvent te servir à piloter et à corriger la tendance à partir dans les pensées inutiles, improductives. Et j'aborde également la différence entre ce qu'est l'introspection et la conscience et la suranalyse, ou
ce qui serait la différence entre développer le regard intérieur et partir en névrose, ou ce que serait la différence entre maîtriser l'auto-observation et partir dans un type de pensée monomaniaque. Alors, où que tu sois en train d'écouter ce podcast, tu trouveras le lien vers la leçon dans les notes ou la boîte d'infos ci-dessous ou autour. Cherche le lien. Cherche le lien et viens apprendre la différence entre utiliser ton mental pour t'aider ou utiliser ton mental pour t'enfoncer, pour que tu sortes de la deuxième option et que tu développes plutôt le mental efficace, productif, utile. On se voit là-bas tout de suite.